Salut tout le monde. Ça fait plaisir de revenir là, ça faisait longtemps que j'étais pas venu sur Twitch, je crois que ça fait plus de 30 jours. Et j'ai pris le débit le plus élevé pour la connexion. Et j'ai pris une option où je peux doubler le débit de connexion avec un appareil qu'il faut que je branche. Et je l'ai pas encore branché. Du coup je pense qu'après ce sera encore mieux. Mais là déjà je pense que ça suffit. Et sinon voilà, hein, faire le petit live tranquille. On fera... Ah oui, ici il faut qu'on fasse le tirage au sort aussi. J'ai regardé ça. BTC toujours 100k, ouais pour moi c'est toujours 100k. Objectif, je vais vous montrer un peu ce que je pense à long terme. Mais je reste toujours dans le même objectif pour Bitcoin. Je vais vous montrer au niveau graphique, mais vous allez voir qu'il n'y a pas de quoi s'inquiéter au niveau du long terme. Regardez, si juste on prend du recul, si vous mettez en weekly, ça c'est important de le faire quand ça a une sorte de flash crash comme ça, prenez du recul. Et voir clairement que voilà quoi, la dynamique est haussière depuis le crash du Corona. Et la bougie qu'on fait actuellement ici en weekly, elle est toute petite en réalité comparée aux autres. Et c'est pas dramatique quoi. Et c'est tout à fait normal voilà, qu'on monte et qu'on descende avec des baisses, comme par exemple on l'a eu ici. Et on aura encore d'autres, et voilà, il y en aura encore d'autres dans le futur, c'est sûr et certain. En weekly, ça reste tout à fait haussier. En daily, c'est plus compliqué. Mais comme j'expliquais, voilà, on a un Rising Wedge, donc c'est une figure qui est dans ce style, qui est soit en tendance haussière, on le casse par la baisse, comme on l'a eu ici. En termes de proba, on a plus de chances de casser la baisse. Personnellement, j'avais du mal à y croire. Hein. Là, ces dernières semaines, je me disais qu'on avait bien plus de chances de casser niveau la hausse, soit niveau timing, etc. Et finalement, hier, dans la vidéo, je vous ai dit, j'étais plutôt 50-50, hein, parce que les deux sont possibles en fait. Quand on prend du recul, on peut voir que les deux sont possibles. Si on casse à la hausse ou on casse à la baisse, au niveau du bull run, ça n'a pas trop changé au niveau du timing. Donc, ça revient un peu au même. Ça a juste décalé, si vous voulez, le bull run en termes de temps. C'est pas bien grave, c'est-à-dire que moi, ce que je privilégie sur Bitcoin, c'est une poussée assez forte du Bitcoin qui va emporter la Bitcoin dominance avec lui. C'est ce que je privilégie. Donc, voilà, il emporte la Bitcoin dominance avec lui. Il trouve un top entre les 80 000 et 120 000. Donc, imaginez, il trouve un top vers les 100 000 par ici. Un top temporaire, en fait, comme on l'a eu par exemple ici. Voilà, le même style de top. Il trouve un top, il corrige légèrement, voilà, de moins 20, moins 30%, moins 40 dans le pire des cas pour faire peur à tout le monde. Et après, on remonte. Et là, on va attaquer les 120 000, les 200 000 plutôt. Là, on va attaquer 200 000 avec plus ou moins ouais, des petites baisses entre temps. Et hop, la bear market. À part ça, à court terme, c'est plutôt bon, hein, les endroits où on est là actuellement. Enfin, c'est plutôt bon, c'est plutôt mauvais à court terme, je veux dire, la baisse qu'on a. Mais quelque chose qui est choquant, c'est-à-dire qu'on s'y attendait. J'aurais parlé de scénario, on s'y attendait et voilà, il n'y a rien de catastrophique, quoi, il n'y a rien de dramatique. Et voir que le ruban, ce qui est intéressant, c'est qu'on a touché pile le bas du ruban vers les 58 000 $. Et donc là, on a deux zones de support pour moi, c'est les 58 000 et les 55 000 là. Parce que comme j'expliquais dans la vidéo de ce soir, en gros, on a les volume profile là qui ressortent vers les 55 000 jusqu'aux 55 000. Et les 55 000, c'est la target du Rising Wedge. Et 58 000, c'est le haut du ruban. Désolé si ça résonne là, faut que je mette. En fait, je sais pas quoi faire. Soit je mets de la mousse contre les murs. Je vous montre comment c'est. Vous allez voir, c'est un bordel. Alors là, j'avais une lumière. J'ai une deuxième lumière là. Et là, c'est le gros bordel de mon bureau. Et en gros, donc là, ça fait une sorte de pièce. Enfin, ça fait pas une pièce, mais c'est... comment dire? Là, voilà. Là, il y a la cuisine. Là, il y a le salon. Et là, c'est dehors. Et en gros, là, ça fait une sorte de petit endroit ouais, qui est pas hyper grand, mais ça suffit. Ça va faire 2 mètres de profondeur. Et en largeur, ça doit bien faire un peu plus 4 mètres, je pense. Non, ouais, 3 mètres, je dirais. Et du coup, je peux mettre mon bureau ici. Donc, je vais avoir deux choix. Soit je mets de la mousse sur les murs tout autour, soit au pire, je mets de la mousse juste autour de mon micro. Tu connais du monde à Malte? Ouais, ça... quand même un peu de monde. Mais en ce moment, là, je sors pas trop parce que là, il faut que je travaille. Vraiment, c'est affreux. Là, j'ai trop de travail, vraiment. Tous les soirs, là, je me couche, j'ai dit ça hier dans mon tweet. Hier, je me suis couché à 6h du matin. J'avais trop de trucs à faire et à 6h du matin, j'ai même pas répondu à tous les messages. Et je vous parle pas des messages qu'on m'envoie sur Twitter, etc. Vraiment des messages pour répondre aux partenariats, pour répondre aux projets, à formation, etc. Et ça prend tellement de temps que j'arrive pas à avancer sur tout ce que je veux faire. Du coup, je délègue, mais c'est compliqué. Et du coup, là, cette semaine, je me suis dit, vas-y, focus, je sors pas. Tire en boîte avec Teuf, je l'ai jamais vu, je suis déjà allé 4-5 fois en boîte à Malte. C'est un peu le bordel, hein, parce que il y a un endroit qui s'appelle Patcheville. Mon appart est à 10 minutes de Patcheville, il est pas très loin. Et en gros, c'est un quartier, c'est n'importe quoi. Il y a peut-être 5-6 boîtes, il y a des dizaines de bars, et c'est n'importe quoi. Dans la rue, c'est n'importe quoi. C'est de la musique à fond et tout, c'est impossible de vivre là-bas. C'est une grosse rue festive, et en vrai, c'est pas mal. Mais j'ai jamais croisé d'autres personnes de la crypto sur Twitter. Je sais qu'il y a Tuffer, il y a Bitul, des mecs de casino. Il y a aussi CryptoPixou. CryptoPixou, il m'a envoyé un message, je vais sûrement le voir durant les prochains jours. Ça va être cool. Sinon, après, je ne suis pas d'autres potes, mais vous connaissez pas, c'est pas des gens qui sont au public. Ok, normalement, vous l'avez. En gros, c'est un site de matériel informatique sur Malte. Parce que le problème de Malte, c'est que vu que c'est une île, et ben, pour Amazon, je peux pas faire livrer tout ce que je veux.
Et ça prend plusieurs semaines, parfois plusieurs mois pour se faire livrer des choses par Amazon. Donc c'est vraiment chiant. Donc je suis obligé de passer par un site qui est spécialisé dans Malte. Et du coup, j'ai trouvé lui qui a l'air pas mal. En gros, il propose des PC déjà faits de base. Vous voyez, des trucs comme ça. Et je pense que je vais prendre une tour comme ça peut être pas mal. Faut que je prenne pas mal de RAM. Pas forcément de la carte graphique, j'en ai pas trop besoin, plutôt des RAM. Et il y a un écran que j'ai vu qui est incroyable. Il y a un écran et aussi le bureau qui est trop bien. Et le problème de l'écran, c'est qu'il fait trop grand, je crois, par rapport au bureau. Et du coup, je sais pas si je prends cet écran ou un double écran, mais du coup, 2 écrans plus petits, ou alors un seul grand écran. Alors, il y a lui, du coup, cet écran, qui est immense, mais qui est trop bien. Et ce bureau-là qui me tente bien, parce qu'il se lève, il descend, et du coup, je peux être debout. Ça, c'est incroyable. Je pourrais, par exemple, faire des lives debout. Et il monte à, je crois, 1m23. Ce qui est assez haut, parce qu'en réalité, 1m23, ouais, je suis debout, quoi. Et ça, c'est parfait. Moi qui aime bien bouger, moi qui aime bien être tout le temps debout, c'est trop bien. Du coup, je pense que je vais prendre ça. Et le problème, c'est que, ouais, c'est ça, l'écran, en fait, vu qu'il est trop grand, bah, je sais pas si on a la place pour le rentrer sur ce bureau. Donc, pour tout ça, je vais tiendrai au courant, de toute façon, je pense sur Twitter ou en live, savoir qu'est-ce que j'ai pris. Et je pense que même, pourquoi pas vous faire une vidéo home tour. C'était beaucoup demandé. Je pensais pas que ça allait être autant demandé. Vidéo home tour, mais ce sera rapide, hein, parce que c'est pas non plus immense. Une petite vidéo home tour, et dans la vidéo, je vous montre un peu ce que j'ai pris comme setup. Ça peut être pas mal. Et le gagnant est VLE Euler. Totalement, c'est sûr, Euler. Il a juste RT, ok. Cool. Qui est ici. Il y a combien de gagnants à tirer? 5 NFT, 5000, 1 ETH. Donc il y a 3 gagnants. Oh, 1 ETH et 5000 de. Alors les NFT, je sais pas ce qu'ils veulent. Mais 5000 de WNK, ça peut vraiment voir le coup. Ok, let's go. Du coup, là, on fait pour les 5 NFT. Non, mais c'est une blague. Il faut pas me refaire payer. Il faut payer à chaque fois. Non, c'est pas possible. Jérémy Rossi qui gagne le giveaway. Ce qui serait incroyable, ce serait tomber sur quelqu'un que je connais. Ça serait trop drôle. Ensuite, là, ça commence à être intéressant parce que là, c'est 5000 $ de WNK. J'ai pas eu besoin de rentrer les. Parfait, ça a marché. Nickel. Incompréhensible. C'est-à-dire que là, il me demande de payer et j'ai relancé. Ça marchait, pas besoin de payer. Trop bizarre. Du coup, Antoine Stanesic, tu gagnes les 5000 $ de WNK et inconnu du game. Ce pseudo inconnu du game. Tu gagnes 1 ETH. Ah, on a pu faire tout ça. Soyez à l'afflux aussi pour les prochains jours. Parce que vu qu'on atteint 100 000 abonnés sur Twitter, je pense que je ferai un petit truc. Pas faire gagner non plus énormément, mais peut-être, je sais pas, 200 ou 500 € de GLD, ça peut être cool. Oh, c'est 15 gagnants. Mais non, mais abusez pas. Comment ça, c'est 15 gagnants? Non, je suis dégoûté. Oh, je vous jure, j'ai pas envie de les tirer au sort. Comment ça, 15 gagnants? Ouais, en vrai, c'est trop compliqué. On va mettre 2 heures à le faire. Tant pis, je le fais comme ça. J'en referai d'autres des concours, vous inquiétez pas. Je me désabonne. Après, le côté altcoin, ça a bien souffert, hein, comme je vais parler dans la vidéo de ce soir, n'hésitez pas à aller la voir. Mais voir qu'en altcoin qui a le plus souffert, c'est le MNW qui a pris moins 21%. On s'est tapé une correction là en une semaine qui est juste délirante. Juste là, vous voyez que c'est une zone qu'on était venu tester une première fois ici où en fait on s'était fait rejeter. Et du coup, on avait pu la traverser. Après, on est revenu à tester, je voyais plusieurs fois en tant que support là aussi. Et là, du coup, on est encore dessus, donc on pourrait trouver de la force acheteuse. Après, ce qui est dommage là avec cette clôture daily qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'on est en train de casser le canal haussier qu'on avait formé là. Donc ça, c'est vraiment dommage. Intéressant ça comme question. Pourquoi acheter du WNK, donc le token de Wikinverse, alors qu'il sort en période de bear market? C'est une bonne question. Moi, je pense pas qu'il sortira en période de bear market. Et là, ça va se jouer à beaucoup. C'est-à-dire que si vous avez un altcoin, une ICO, une listing qui se fait en pleine phase euphorie du bullrun, vous pouvez être sûr que votre altcoin, votre ICO, elle va faire x15, x20 très rapidement. Elle va faire un gros pourcentage de hausse. Et ça, je l'ai vu en 2017. En gros, plus on était haut dans le bullrun en 2017, plus on était dans l'euphorie, plus quand il y avait une ICO qui se faisait avec un listing, plus ça explosait fort. Et à la fin, on se retrouvait avec des listings qui faisaient x100 parfois. C'était complètement délirant. Et bah, moi, je pense qu'il sera plutôt bon, hein, parce qu'on sera toujours en phase euphorique en période de bullrun, donc il y aura plus de chances qu'il pump au listing qu'il dump, vu qu'on sera pas en période de bullrun, de bear market. Mais vraiment, ça, c'est quelque chose à faire gaffe. Plus on va se rapprocher du top du bullrun, plus il faudra éviter de rentrer sur les ICO, parce que si jamais vous avez un listing de l'ICO qui se fait pendant la période de bear market, ce sera chaud pour faire du gain, très chaud. Le GLD, le petit favori de mon portefeuille, le GLD. Le petit favori du 104 Change aussi. Ah, j'aime bien le GLD, il a un bon graphique surtout. Moi, j'adore quand il y a un bon graphique, analyse technique. La communauté est incroyable, enfin, elle est incroyable. Elle est ultra active en fait, elle est ultra présente. Et en général, quand vous avez un token avec une bonne communauté, ça fait grave la diff. Même si vous avez un mauvais token, qui a pas de fondamentaux, qui a pas de projet, s'il y a une bonne communauté, ça peut faire grave la diff. Et regardez le Dogecoin et le Shiba par exemple. Le Dogecoin et le Shiba qui ont fini top 10.
devant des projets de malades alors qu'ils ont aucun projet. C'est juste parce qu'ils ont une bonne communauté. La communauté fait énormément de choses. Vous voyez que pour l'instant, il est en négatif. Tout à l'heure, c'était en positif. Là, du coup, il vient de passer en négatif avec Bitcoin. Mais bon, ça reste très stable, hein, c'est vers 0%. On a juste Chiliz qui est en positif. Donc on a 12 100 $ de côté du Sangha Change. Rappelez-vous, dans un live, je vous avais expliqué comme quoi on pourrait avoir un GLD à 20 000 $. Ça me paraît énorme et je pense pas qu'on va l'atteindre. Comme j'ai dit, c'est la target la plus optimiste possible et c'est pas du tout ce que je ferais. J'attendais pas cette target pour revendre. Mais en gros, le scénario par rapport à ça, je vais vous le montrer. En gros, GLD, rappelez-vous, on a ce canal haussier long terme. À chaque fois, on fait du ping-pong entre la bande haute, la bande basse, basse, etc. Donc là, on a bien plus de chances d'aller chercher la bande haute. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on pourrait chercher la bande haute ici. À l'époque, ce que je prévoyais, ouais, c'était ça, chercher la bande haute. Ensuite, on peut corriger, ouais, vers janvier, février. Et ensuite, on va retourner chercher la bande haute pour la fin du bull run vers avril-mai. Et après, bear market. Et du coup, aller chercher la bande haute ici en avril-mai, ça nous emmène, vous voyez, vers les 20 000 $. Et en termes de capitalisation, un GLD à 20 000 $, c'est pas déconnant. Ça représente environ la capitalisation de TH actuelle. Sauf que vu que TH aura déjà fait x4, x5 à la fin du bull run, et ben GLD il finira dans le top 10, mais il finira pas devant ETH, ni devant BNB, etc. Donc c'est possible. Et 20 000 $, ça faisait un x100 par rapport aux 200 $ qui étaient ici. C'est juste énorme. Mais ça, c'est vraiment pas le scénario que je privilégie. Je vous le rappelle, c'est pas le scénario que je privilégie. C'est le scénario le plus optimiste. Mais entre-temps, du coup, ça a changé. Ça a changé, pourquoi? Parce que, vous voyez, on n'est pas monté tout droit. C'est-à-dire que là, on n'est pas directement monté en haut du canal. Vous voyez, on a mis bien plus de temps et actuellement, on met plus de temps. Donc, vu que ça on met plus de temps, on risque de décaler et du coup, voilà, on risque de monter plus progressivement, plus lentement vers le haut du canal. Et si on arrive vers le haut du canal, vous voyez, plus tard, vers mars 2022 par exemple, et ben pour revenir et remonter, ça va être très compliqué. Parce que du coup, il faudrait que la fin du bull run se termine vers octobre 2022, ce qui est très compliqué. Donc, à mon avis, on n'aura pas deux phases comme ça. On n'aura pas deux phases qu'on a eu ici. Au niveau timing, ça me paraît trop serré. À part si là, on décolle très rapidement et on part direct comme ça. Mais à part ça, je vois pas comment on pourrait faire. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que c'est là où on base tout. En fait, il y a beaucoup de critères à prendre en compte. Ça veut dire que là, pour que ça, ce scénario, il marche bien, il faut qu'on ait toujours de la hype sur le GLD. Il faut toujours qu'on ait les fondamentaux qui bougent pas et qu'on ait toujours des bonnes news. Il faut toujours que le bull run continue à avancer. Il faut garder le canal haussier en place parce que là, on base tout par rapport au canal haussier. Mais si jamais on casse le canal haussier à la baisse, comme on a fait sur CHSB, bah, du coup, ces scénarios, c'est fini. Donc, ouais, il y a beaucoup de choses à prendre en compte. On ne peut pas assurer à l'avance qu'on va atteindre cette target. On va faire ça, ça, ça. C'est juste des estimations. Je reçois trop d'arnaques à cause de Ledger. Ouais, il y a aussi le phishing. Faites attention au phishing. En gros, avec l'email qui a récupéré celui qui a hacké Ledger, et bah, du coup, il va pouvoir vous envoyer des emails parce qu'il sait que vous avez une Ledger en vous disant on est le support de Ledger. Il y a un problème sur le Ledger, envoyez-nous votre clé privée, donc les 24 mots que vous écrivez quand vous créez votre Ledger. Et après, du coup, avec ça, ils vont pouvoir récupérer vos cryptos. Ça, faut faire vraiment gaffe. Il y a tellement d'arnaques dans les cryptos. En même temps, c'est un domaine qui est tout nouveau. Hein. C'est un peu comme Internet au début. Mais c'est incroyable le nombre d'arnaques. Déjà, juste, vous allez sous les vidéos, n'importe quel YouTuber, que soit anglais, français, vous pouvez voir mes vidéos en tout. À chaque fois que vous regardez les commentaires, il y a toujours des mecs, des fakes qui vont répondre et qui vont mettre mon logo avec écrit à côté Crypto Future. C'est même pas écrit Crypto Future, parfois c'est écrit directement WhatsApp, c'est n'importe quoi. Et en gros, ils mettent leur numéro WhatsApp et après, il y a des gens qui les contactent, enfin les abonnés qui les contactent, en pensant que c'est moi. Et après, l'autre, je sais pas ce qu'il fait, il demande d'envoyer des cryptos et au final, il les garde ou un truc dans ce style, il fait une arnaque. Via WhatsApp plus 859, c'est exactement ça. Chiliz, il est très très bon. Ok, actuellement il a pris très cher, mais on est toujours tu vois, dans la cassure de ce triangle de compression. Et. Oh tiens, il est bien remonté d'ailleurs aujourd'hui. S'il donne actuellement Bitcoin. Ouais, il est remonté aussi légèrement par rapport à tout à l'heure. Pour moi, voilà, mon court terme, forcément, en fait, le problème des altcoins, c'est qu'ils sont très impactés par Bitcoin. C'est-à-dire que si Bitcoin plonge, tous les altcoins vont plonger, peu importe leur figure. Même si vous avez une tas séance, une figure chartiste parfaite pour casser à la hausse et qui casse à la hausse, si Bitcoin a décidé autrement et il crash, votre altcoin, même s'il a la configuration parfaite pour monter, il suivra Bitcoin. Donc ça, c'est le problème. Mais c'est le problème à court terme. Ça veut dire que ça va être impacté à court terme, l'altcoin, mais à moyen terme, long terme, il va garder sa dynamique haussière. Et là, on l'a très bien sur GLD, il garde sa dynamique haussière. Et le projet est tellement bien, et en fait, il accumule les news. GLD, il s'accumule les news. Et il fait, de toute façon, vous tapez Chiliz dimanche. Dimanche Chiliz. Et en gros, cette personne sur YouTube, elle fait une vidéo tous les dimanches, soir, où elle met toutes les news de Chiliz qui y a eu dans la semaine. Et c'est impressionnant, tous les nombres de news qui se passent sur le projet Chiliz toutes les semaines. Tous les jours, il y a des bonnes news.
tous les jours, il y a de nouvelles équipes qui sont signées, de nouveaux sports, etc. Et du coup, ça s'accumule, ça s'accumule, ça s'accumule. Et au bout d'un moment, les gens vont se rendre compte du potentiel et hop, ça va exploser. Exactement comme on a eu durant cette période, en fait. Exactement comme on a eu dans cette période. Shelly, il fait tout le temps ça. Tac, après il remonte, il stagne, et hop, il fait tout le temps ça, vraiment. Et du coup, vous avez de grandes chances que ça refasse pareil. Et vous voyez, on l'a très bien vu ici. Et on se souvient parce que c'est un altcoin que je suis depuis le début, hein, quand Shelly, je les ai achetés ici, au plus bas du marché, carrément. À 52, je m'en souviens, 53 Satoshi. Enfin bref, et du coup, il explose d'un seul coup, très fort. Là, on se rend pas compte parce que la hausse à côté est énorme ici. Mais à l'époque, c'était la folie, hein. Il nous avait fait un x5, x6, quasi, c'était assez énorme. Du coup, ce qui se passe, c'est qu'il explose très fort d'un coup. Il corrige très fort, il consolide légèrement, et hop, il part à la cave. Il reconsolide, il repart très fort. Il corrige très fort, et pareil, il consolide un petit moment pour replonger. Et à chaque fois, c'est pareil. On risque de faire ça, quoi. On risque de monter très fort verticalement, on corrige très fort, on fait un temps de pause, et après, on part à la cave. Et ainsi de suite. Et du coup, mon but, c'est de rentrer dans les phases horizontales, comme cette phase, où je suis pas mal rentré, et mon but, c'est de revendre ici. Je vais pas essayer de revendre trop tôt, parce que je sais que revendre trop tôt, par exemple ici ou ici, et ben au final on revend plus tôt que si on vend dans la phase à plat ici. Et j'irai pas essayer non plus de vendre le top parce que c'est impossible, mais vendre la phase à plat qu'on a ici peut être vraiment intéressant, comme là. Il y a aussi l'énigme qui va être trop bien, qui va être lancé mi-décembre, fin décembre. Ça va être trop bien. Un bitcoin à gagner, je sais pas si vous vous rendez compte, c'est énorme. Et un bitcoin pour l'instant ça vaut 58 000 $, et ça se trouve dans le mois de décembre ou au mois de janvier, un bitcoin ça vaudra peut-être 100 000 $, c'est possible. Et si l'énigme se fait trouver par exemple à la fin du bull run, on pourrait pourquoi pas avoir un bitcoin à 200 000 $. Ce serait ouf. J'ai discuté hier avec mon banquier, les fans de ta chaîne. C'est cool. Mais je sais que j'ai personne de ma banque traditionnelle en France, parce que maintenant j'ai plein de banques différentes, mais la banque traditionnelle en France qui crée des mutuelles, et ben j'ai les personnes qui s'occupent de mon compte, les personnes qui sont dans la banque, ils connaissent mes vidéos. Ça c'est fou, ils les regardent. Et en réalité, c'est pas parce qu'une personne est banquier que forcément elle va être contre les cryptos. Ça n'a rien à voir, et souvent ça vient d'au-dessus. Et ce qui est bien dommage, c'est qu'il y a des personnes qui sont extraordinaires dans les banques, tu as des banquiers qui sont extraordinaires, qui ont une bonne mentalité, etc. Et ici juste, en fait, ils peuvent pas proposer ce qu'ils veulent parce que au-dessus, ça passe pas, quoi. Ah, VTTH, intéressant. VTTH, très intéressant. Ouais, du coup, VTTH, très intéressant parce que, ouais, comme vous pouvez voir, on se rapproche du rectangle violet. Je me demande, vous voyez, là, on a une bonne zone de support, ici, qu'on maintient. Donc, ce que tu dis, c'est est-ce qu'on serait pas en train de se relancer là pour repartir? Bonne question. Moi, je tenterai pas le risque. Pour moi, le risque est trop grand de verser ces ETH en VET ici, pour essayer de surfer une éventuelle hausse. Moi, je reverserai uniquement mes ETH en VET quand on sera dans le rectangle violet, pas avant. Et si on l'atteint pas, c'est pas grave. C'est-à-dire que si on fait ça, c'est pas grave. L'avantage, c'est que là, vous voyez que ça fait environ, allez, on va dire 300%. 300% qui fait un x4. Donc, si vous prenez, par exemple, vous avez 10 ETH, vous mettez vos 10 ETH ici, vous les passez en VET. Hop, ça performe, plus 300%. Là, vous retirez vos VET, vous les repassez en ETH, et du coup, vos 10 ETH se sont transformés en 40 ETH. C'est de la magie. C'est exactement ce que j'ai fait ici. Ici, rappelez-vous, sur YouTube, j'en parlais beaucoup à cette époque sur YouTube, comme quoi, moi, j'avais passé une partie de mes ETH en VET parce qu'on retournait dans ce rectangle violet, qu'on avait déjà testé 2 fois dans le passé. Mais j'étais pas sûr à 100% parce que ça faisait que 2 fois qu'on était et c'était pas sûr qu'on allait pas repartir. Et du coup, je l'ai pas fait avec tous mes ETH, bien sûr que non. Et même là, si ça revient, je le ferai pas avec tous mes ETH. Mais j'ai transféré une partie de mes ETH et j'ai pas revendu au top, bien sûr que non, j'ai dû revendre en plusieurs fois par ici. Et la dernière fois que j'ai dû revendre, ça doit être par ici, je m'en souviens plus exactement. Mais j'ai rien revendu au top parce que je pensais pas du tout qu'on avait monté aussi haut. Et ça, c'est une erreur que je referai pas ici, où en gros, je sortirai plusieurs fois par palier, jusqu'à ce qu'on atteigne le top, pour profiter au maximum du déroulé de la hausse. BUSD ou USDT, très bonne question, on me demande tout le temps, mais je sais pas comment leur répondre. Et ben moi, je dirais BUSD. Et ce que tu peux dire, c'est par rapport à la parité. En fait, le problème qu'on a avec le USDT, c'est qu'on a un problème de parité, c'est-à-dire que quand tu as un stablecoin, il faut que tu aies à chaque fois $1 qui soit adossé au stablecoin. Alors, c'est pas tout le temps vrai, il y a d'autres stablecoins, comme par exemple, je suis en train de passer au DAI qui est décentralisé, qui fonctionne différemment. Il y a plein d'autres stablecoins qui fonctionnent différemment. Mais en gros, la plupart des stablecoins, ils sont adossés au dollar. Et quand tu as un stablecoin qui est créé, il faut qu'il y ait $1 derrière qui est créé. Par exemple, quand tu as un USDT qui est créé, il faut que tu aies $1 d'USDT, $1 qui est backé derrière en fait, et qui est certifié qu'il y a $1 qui a bien été conservé derrière pour ton USDT. Et le problème qu'on a avec l'USDT, c'est qu'on pense que Bitfinex a utilisé l'USDT, ont créé des USDT, ils ont créé des dizaines de millions d'USDT sans créer des dizaines de millions de dollars, enfin sans acheter des dizaines de millions de dollars derrière. Donc on a des USDT qui sont créés
comme ça, juste voilà, monnaie infinie, comme font le dollar en fait, simplement avec la banque centrale, où ils impriment des billets un peu comme ils veulent. Et donc là, ils ont fait pareil, ils ont imprimé un peu des USDT comme ils veulent. Donc c'est pas encore prouvé, mais il y a une grande chance que ce soit le cas. Et le problème avec ça, c'est que si jamais on le découvre et c'est rendu public, et je sais pas, voilà, il y a un problème au niveau de la SEC qui est en train de faire le procès par rapport à ça, ça pourrait dégringoler du côté de l'USDT et tout le monde vend ses USDT. Faut mieux aller sur le BUSD, il est bien plus régulé, bien plus réglementé. Token de Binance, si tu veux, pour moi, le meilleur stablecoin, pour moi, c'est l'USDC, celui qui est le plus régulé, le plus safe, entre guillemets, et c'est le stablecoin de Coinbase qui a été créé par Circle. Le SDC, ouais, il est assez fiable. 1h30 de live, quand même pas mal. En plus, j'avais pas beaucoup de temps, j'ai plein de trucs à faire encore là. 23h, je me couche encore à 6h du mat. Parlons de Titanic. Vous l'avez vu, mon tweet? Comme il est drôle. Ça me fait exploser de rire cette image, je l'ai vu sur Twitter, après je l'ai revis. Ce qui me fait rire, c'est la tête du mec. Qui regarde en mode... Oh, on est sur le Titanic, on va couler. Ah ouais, il est assez drôle. Ces trucs sur Twitter parfois. Alex, ouais, Alex, il fait le... J'ai vu qu'il a dit son nom, là, il a avoué son nom. Et vous pouvez regarder les lives, n'hésitez pas à voir les cryptos le matin, c'est tous les lundis matins, de 8 à 9h. Et du coup, Alex, qui s'occupe des montages de la chaîne principale, il fait aussi du coup maintenant un live toutes les semaines, les matins, les lundis matins. La motive, hein, moi le matin je dors. Lui, il fait le live de 8h à 9h, je crois, c'est ça niveau horaire, ou peut-être 7-8h, moi je sais plus exactement. Il fait 1h, 1h30 de stream. C'est bon stream, c'est bien. Il est assez perfectionniste, Alex, du coup, il va faire des streams parfaits en fait. Ils sont très très bien au niveau visuel, etc. C'est cool à suivre. Et c'est bien parce qu'il a pris de l'assurance au début, il galérait un peu pour streamer, etc. C'est tout à fait normal parce qu'au début, tu sais pas trop comment faire. Et après, au final, là, il doit être à 6-7 streams, un truc comme ça. Et il s'en sort bien. Donc vraiment cool. Puis ça fait du contenu, parce que moi, vu que en ce moment, je fais pas trop de stream, mais là, je vais reprendre le plein de pot avec j'attends mon nouveau setup, mais dès que j'ai mon nouveau setup à Malte, on va charbonner, hein. Je pense 2 et 3 streams par semaine, c'est cool. Le projet Pi Network. Ouais, je connais, je l'ai sur mon téléphone. Je vais te montrer combien j'ai de Pi, tu vas halluciner. Je sais pas si vous allez voir. J'ai 93 000 Pi, c'est n'importe quoi. Et si le Pi sort, il vaut $1, j'ai 93 000 euros. Mais bon, à mon avis, il sortira jamais. Il n'y aura jamais de prix sur cette crypto. Et en général, quand vous avez une crypto comme ça, vous pouvez gagner gratuitement en minant sur votre portable. C'est qu'en général, c'est pas bien bon. T'en as pas marre de t'informer sur 15 projets par jour? Bonne question. Ça aussi le problème des projets, mais non. J'essaie vraiment de me focus sur les projets là où j'ai le plus de capitaux. Capitaux? Non, ouais, capitaux, je sais pas comment on dit. Je sais plus si on dit capital ou capitaux, vu que c'est au pluriel, ou singulier. Enfin bref, je me concentre sur les projets où j'ai le plus d'argent. Et j'évite de suivre 15 projets parce que c'est impossible. Si vous voulez suivre un projet à fond, c'est impossible de suivre 15 projets en même temps, c'est pas possible. Ça prend trop de temps. Du coup, on est obligé de bien sélectionner les projets. Et il y en a plein, en fait, il y a plein de projets que je regarde en surface comme ça rapidement. Et après, je regarde les courbes, etc. C'est vrai que là, en ce moment, en bull run, je regarde pas forcément les projets en fondamentaux, mais je regarde beaucoup les analyses techniques, en fait, les graphiques. Et ça marche bien, ça marche bien. C'est-à-dire que la première période de bull run, ça a bien marché. Hein. Rappelez-vous tous les ranges là qu'on avait. On avait un range, on cassait le range, pullback et on repart. Ça, on en a eu plein. Il y a eu des performances de malades. Je repense au Serum, au RSR, au Uni, tout ça, le VET, etc. On a eu des trucs de fou. Mex à $1, impossible. Je sais pas combien il est exactement le Mex. Mais en fait, le Mex, c'est ce que vous avez sur votre appli Maillard. Maillard qui est le wallet où vous pouvez stacker vos UGLD. Et si vous avez stacké des UGLD sur Maillard, vous pouvez réclamer vos Mex gratuitement. Donc ça, c'est plutôt cool. Moi, je peux réclamer mes Mex. Et actuellement, le Mex vaut, je crois, 0,0002, un truc comme ça, euros. Et si par exemple, vous avez 1 million de Mex, ça représente environ 200, un peu plus de $200. Donc $1 le Mex, c'est impossible. Moi, j'y crois pas du tout. Et en fait, je suis en train de me dire, le Mex, il pourra jamais monter. Vu qu'en fait, c'est juste des tokens que tu peux débloquer gratuitement, il n'y a aucun intérêt pour les gens d'en acheter. Donc au final, il n'y aura que de la pression vendeuse sur ce token. Tu as participé à des forks alors, non, vu que je suis pas mineur, j'ai jamais participé à des forks. Hein, parce qu'un fork, c'est quand vous allez séparer la blockchain en deux, en gros. Vous allez avoir la blockchain là, et elle va séparer. Un côté, elle va partir là, puis un autre côté, du coup, elle va suivre sa blockchain de base, et l'autre, elle va partir de ce côté, parce que les mineurs sont pas contents. Enfin, ils sont pas contents, ils sont pas d'accord en fait. Ils veulent pas la même blockchain. Du coup, ils veulent. Par exemple, on a eu avec Bitcoin et Bitcoin Cash en 2017, quand on a eu un problème au niveau de la stabilité et les mineurs Bitcoin Cash, je sais plus ce qu'ils voulaient, réduire le nombre de taille de blocs, je crois, un truc comme ça. Je suis pas du tout expert là-dedans, et en gros. Ça fait un fork, mais ça fait un fork pour les mineurs, ça fait pas un fork pour... en fait, pour ceux qui ont du Bitcoin, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que tu vas recevoir la même quantité en Bitcoin Cash. Donc ça, c'est intéressant. On a eu pareil pour Ethereum avec Ethereum classique. Donc ouais, j'ai déjà participé, mais pas en tant que mineur, en fait. Mais c'est assez rare. En général, les hard forks, c'est quand même assez rare. C'est quoi ton bottom pour cette correction? Pour moi, à court terme, là, 58 000.
soit notre autre bottom au 58 000 $ aujourd'hui, soit on va aller chercher les 55 000 parce que ça correspond au volume profile et à target du raising wedge qu'on a cassé à la baisse. Donc ça paraît assez cohérent les 55 000. Et même au niveau Eliotisme, je sais pas comment on dit, j'ai vu une analyse qui montrait que les 55 000 pouvaient être un bon endroit pour rebondir. Donc à voir. Je pense que 58 000 là, soit notre bottom, soit on va aller chercher 55 000. En dessous, je privilégie pas du tout, mais ouais, ça reste possible. Si la bourse nous fait un moins 80% demain matin, quel impact sur les marchés crypto selon toi? Ça va être catastrophique. Ça va être catastrophique. Parce que, en fait, je m'en souviens du Corona, je sais pas si vous étiez là, mais pour mars 2020, donc il y a... Oh, ça fait longtemps quand même, c'était il y a quasi 2 ans, je suis en train de me dire. Il y a quasi 2 ans, ça va vite. Et bien en mars 2020, on a eu le Corona et du coup on a eu la crise. On s'est tapé un moins 40%, comme ça, moins 50% je crois sur le SP500. Et ce qui est drôle à cette époque, c'est que tout le monde s'est dit, le Bitcoin c'est une valeur refuge. Donc qu'est-ce qui va se passer quand les marchés vont cracher traditionnels? Tout l'argent va être déversé sur les cryptos. Du coup on va exploser. Qu'est-ce qui s'est passé? Le SP500 a pris moins 50%, moins 40%. Le Bitcoin, 2 jours après, il a pris moins 70, moins 75%. Et je me suis réveillé le matin, je sais plus quel jour c'était, mais je crois que c'était le 18, le 20 mars, un truc comme ça, 2020. J'ai halluciné. Le Bitcoin était à 3800 $. Et j'étais encore en cours à cette époque. Ouais, j'étais encore en cours. Et j'avais converti pas mal de mes potes à la crypto. Et je me souviens quand j'étais arrivé dans mon BTS, c'était comme des fous parce qu'ils étaient tous perdus. Du coup, ils étaient tous en train de vendre. Moi, j'étais en train de buy the dip. Et j'achetais. Et j'ai des potes qui m'ont suivi. Et j'ai des potes qui m'ont suivi et qui ont acheté de leur premier Bitcoin à 3000. Non, pas 3000, 4000 plutôt, 4900 $. Quand on disait qu'on a fait un bottom à 3900, mais bon, c'était à 3h du matin. Du coup, on avait acheté plutôt vers 7-8h du matin. Et ça, c'était sur Coinbase en plus. J'ai des potes du coup qui ont acheté du Bitcoin à 4500, 4900 $ pendant ce jour-là, on a eu le crash du Corona. Et aujourd'hui, ils les sont toujours. Et aujourd'hui, ils sont trop bien. Ils sont trop contents de les avoir regardés. Mais du coup, ouais, c'était assez fou. Et en fait, on a eu un flash crash, mais énorme. Et quand je dis énorme, c'est que le crash qu'on a eu au mois de mai là, 2021, c'était rien du tout à côté. Vraiment, la bougie était monstrueuse. Et pour tout le monde, c'était la fin en fait. Et même moi, j'avais du mal à me dire, putain, ça va repartir. Le jour même, hein. Après les autres jours, je me suis dit, bon, ça va aller, ça va repartir, etc. Et même, c'est durant cette période où j'avais fait une des premières vidéos où je disais Bitcoin à 200 000 $ pour 2022. Et on était vers les 5-6 000 $ quand j'ai sorti cette vidéo. Ce qui est assez fou parce qu'on risque sûrement de l'atteindre cette target. Ouais, du coup, ça a mis une grosse claque à tout le monde parce que tout le monde pensait que ça allait être une valeur refuge et du coup, le Bitcoin allait remonter comparé au marché social. Finalement, ça n'a pas été le cas. Il s'est pris une grosse claque comme tout le monde. Pourquoi? Et pourquoi je pense que la plupart des gens se trompent? La plupart des gens disent que le Bitcoin, plus on va avancer dans le temps, plus il va se décorréler des marchés. Pourquoi? Parce qu'il aura une capitalisation qui va être plus grosse. Donc plus le Bitcoin aura une capitalisation grosse, plus il va pouvoir se décorréler des marchés. Le problème avec ça, c'est que le fait qu'on ait des gros acteurs qui rentrent sur le Bitcoin et qui soient déjà sur les marchés traditionnels, et ben en fait, ils vont corréler le marché entre le Bitcoin avec le SP500. Parce que qu'est-ce qui se passe quand les marchés traditionnels partent en crise, partent à la baisse, partent en crash? Et ben les acteurs du marché traditionnel vont vendre ce qui monte pour acheter ce qui baisse, pour équilibrer leur portefeuille. Parce que eux, leur but, c'est d'avoir leur portefeuille le plus stable et le moins volatile possible pour éviter, si vous voulez, les crises. Donc les actifs qui montent, ils vont les revendre, et les actifs qui baissent, ils vont les racheter. Au moins, ça équilibre leur portefeuille. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Pendant que le SP500 est en train de cracher, pendant la crise, lui, le Bitcoin monte. Donc, qu'eux vont faire les institutionnels? Les institutionnels, ils vont vendre le Bitcoin en masse pour essayer de racheter le SP500, pour rééquilibrer leur portefeuille. Et du coup, c'est ce qui fait que le Bitcoin va se corréler automatiquement à le SP500, et ce qui fait que le Bitcoin suit le SP500 et suit les marchés traditionnels dans leur ensemble au niveau de la baisse. T'as investi combien au début? Bonne question. La première fois que j'ai investi dans la crypto, alors c'était en 2017, mais en 2017 j'étais mineur. Alors j'étais pas mineur avec la pioche, mais j'étais mineur en âge. J'avais moins de 18 ans, du coup je pouvais pas investir. C'était compliqué à l'époque pour investir, donc j'allais gagner des cryptos gratuitement avec des airdrops, avec des petites tâches à faire en fait, où je pouvais gagner des cryptos gratuitement. Et en réalité j'avais quand même bien accumulé, j'ai pu accumuler plusieurs centaines d'euros facilement avec tout ça. Donc c'était cool. Et donc j'avais quand même un bon bac crypto. Et après, la première fois que j'ai investi, c'était pendant le bear market, en 2018. Première fois que j'ai investi avec mon argent. Et je suis rentré la première fois avec 500 euros. Avec 500 euros, et après j'ai continué. Et là, en fait, j'ai pris le pari de tout miser sur les cryptos. Et j'ai misé tout ce que j'avais sur les cryptos, c'est-à-dire tout ce que j'avais économisé. J'allais travailler et tout, j'essayais de travailler dans les vacances, etc. pour accumuler le plus d'argent possible et investir dans les cryptos. Parce que j'anticipais qu'avec le halving, ça, on allait avoir un bull run et du coup ça allait exploser. Et du coup je me disais, chaque euro gagné actuellement dans la période d'accumulation sera x20 à
la fin du bull run. Ce qui est vrai pour l'instant. Et du coup, j'ai essayé accumuler le maximum. Je vais même faire un prêt à la banque pour investir dans les cryptos. Pire truc à faire, mais bon, ça aurait marché hein, si je l'aurais fait, mais mes parents ils étaient pas d'accord. Et finalement, je me suis retrouvé au début du bull run à avoir, ça dépend à quel moment, mais au début du bull run, j'avais entre 10 et 15 000 euros environ. Et après, j'ai fait de très bonnes choses, j'ai réussi à me positionner sur de bons altcoins, prendre du levier au bon moment et tout. J'ai fait de très bons trades et du coup, c'est monté très vite aussi. Première partie du bull run, là, j'ai fait beaucoup. J'aurais pas pensé faire autant de gains. Et l'avantage d'être sur le marché là depuis 3-4 ans, c'est que arrivé au bull run, j'étais pas complètement perdu et je savais plus ou moins ce qu'il fallait faire. Donc, je suis pas mal démerdé. Et du coup, j'ai fait beaucoup de gains et j'ai largement superformé le Bitcoin et ça, c'est trop cool. Ça, c'est cool parce que du coup, là, en un an et demi, ça a quand même radicalement changé en termes de capital ce que j'avais. Ça va très vite en fait, très vite. Et ça peut redescendre aussi très vite. C'est pour ça qu'il faut pas hésiter quand vous commencez à faire de gros gains, pas mal d'argent, qui peut changer tout simplement votre vie. Il faut pas hésiter à le réinvestir dans l'immobilier, dans les marchés des actions, etc. Pour éviter de tout garder dans la crypto et que le jour où ça se retourne, vous n'avez plus rien à faire, quoi. Tellement important de sécuriser les gains comme ça qui vont très vite. Parce que quand ça monte très vite, ça redescend aussi très vite. Donc faut faire gaffe. Après, je vous cache pas, j'ai gardé quand même une bonne partie là actuellement en crypto pour surfer la fin du bull run. Et je veux retirer une grosse partie à la fin du bull run. Et tes parents, ils ont des cryptos? Ouais, ça n'a pas été facile. Mais ouais, ils en ont. J'ai fait investir entre 2000 et 3000, je crois, pour mon père, environ 2005. Actuellement, il est vers les 10 000 à peu près, donc c'est pas trop mal. Et ma mère, ça doit être 5 000 euros, elle a investi, et là, elle doit être à 25 000, donc c'est pas trop mal aussi. Et pareil pour mon petit frère, ma petite soeur aussi. Ce qui est bien, c'est que je leur ai acheté tous les Noëls, tous les anniversaires, je leur donnais 20, 30 euros de crypto. En 2018, en 2019, en 2020, en 2021. Et du coup, mon petit frère, je lui ai peut-être investi 200, 250 euros. Sauf que vu que j'ai acheté les cryptos très bas, aujourd'hui, il a 1400 euros de crypto. Donc ça, c'est trop bien. En vrai, si vous voulez faire des bons cadeaux pour Noël, pour les anniversaires, passer un wallet avec 50 balles de crypto, c'est parfait. Moi, c'est ce que je fais tout le temps. Et de EGLD, par exemple, vous lui faites installer le wallet Maillard, vous lui envoyez 50 euros de GLD. Et la plupart des gens qui connaissent pas, en fait, au début, ils vont se dire ah, c'est nul et tout, ils vont pas forcément aimer. Mais après, quand ils vont voir leur portefeuille monter, ils vont y prendre goût. Et quand ils vont voir que après ça vaut bien plus cher, ils vont s'y intéresser. Et c'est là où c'est grave bien parce que les gens, du coup, sont trop contents, quoi. Tu investis par toi-même dans l'immobilier. Alors, je fais les deux. J'ai un projet par moi-même, mais en fait, on est trois. Donc, moi, j'investis dedans, mais je m'occupe de rien dans le projet parce que j'ai clairement pas le temps. Et après, mais là, c'est juste pour tester. C'est plutôt, c'est pas énorme en termes de capital. Et après, par contre, j'aurai plus de capital à poser. Et là, je sais pas quoi faire exactement. Je pense que j'ai délégué, passer par une société de tierce. Parce que le fait de faire tout par tout seul, c'est bien ce que tu apprends, mais c'est pas là où j'apporte ma vraie plus-value. Là, moi, j'apporte la vraie plus-value, c'est sur les cryptos. Du coup, je préfère me concentrer à fond sur les cryptos que aller chercher l'immobilier. Mais je le fais aussi immobilier par moi-même pour apprendre un peu comment ça marche. Ouais, il y a Realty, très intéressant Realty. J'ai vu sur Grand Angle Crypto, ils ont sorti une vidéo avec le cofondateur de Realty, j'ai bien aimé. Realty, très intéressant. Realty, en gros, je les contacte parce que j'aimerais bien le passer en vidéo sur le projet. S'ils peuvent me faire un petit giveaway ou un truc comme ça, ce serait cool. J'ai pas encore testé Realty, mais c'est un très bon projet. En gros, vous avez des parcelles de terrain et des biens immobiliers qui sont achetés par Realty et c'est tout fait via la blockchain et chaque bien immobilier, du coup, a son propre token. Et vous pouvez directement acheter le token et du coup, indirectement, vous achetez une partie de l'immobilier, du bien immobilier. Et après, du coup, avec le revenu du loyer, ça vous ramène un peu de token. Donc, c'est vraiment pas mal. C'est un bon système. Et je pense qu'il y a de l'avenir pour ça. Je me vois bien acheter un voilier à Malte. C'est cher, hein, les bateaux, c'est cher. Les bateaux, c'est pas un truc que j'achèterais. Parce que c'est très cher et en termes d'entretien, c'est affreux. Je préfère acheter une bonne voiture qu'un bateau. Enfin, un bateau, un voilier. Parce que après, un bateau, un yacht, tout ça, c'est encore au-dessus. Je veux parler de Malte au niveau fiscalité. Très bonne question. Alors, Malte, au niveau de la fiscalité, ça dépend quelle société vous avez. C'est-à-dire que si vous êtes auto-entrepreneur et vous faites plutôt un petit chiffre d'affaires entre guillemets, ça va être différentes combinaisons fiscales à mettre en place. Et ça peut varier entre 5 et 15% d'impôts environ. 5 et 15% environ. Et la meilleure solution, mais par contre il faut créer carrément une société, donc moi c'est ce que j'ai fait, c'est une combinaison qui fait que on peut créer une société à Malte et il faut ouvrir une holding à Chypre. Donc là j'ai une holding à Chypre, société à Malte, et en gros ça me permet de payer 5% d'impôts. 5% d'impôts. Du coup, j'ai 5% d'impôts sur mes revenus. Et 0 sur les crypto, qui est vraiment très peu. Et c'est même tellement peu en vrai. 5% et 5% sur les revenus plus 0 sur les crypto. Ça fait bizarre parce que en France, j'étais à plus de 50% sur la société et sur les cryptos, du coup, de 30%. C'est un fossé qui est énorme. Moi, en vrai, entre les deux, ça m'irait. Hein. Par exemple, 15% sur les cryptos, un peu moins, même 10% sur les cryptos serait bien. Et sur la société, 15-20%, c'est correct aussi, je trouve.
Est-ce qu'une société peut être... Oh, intéressant ça. Si par exemple, vous n'avez pas de société, vous êtes... Est-ce qu'une société peut être ouvrir seulement pour une activité d'investissement? Ça, c'est intéressant parce que du coup, ça veut dire que tu es... Imaginons, t'as un CDI, par exemple, on prend quelqu'un qui a un CDI en France et il fait par exemple, je sais pas, 500 000 euros de plus-value avec les cryptos. Du coup, il va pas payer 30% et donc il va aller à Malte, mais du coup, il doit ouvrir une société à Malte. Est-ce que c'est possible? Bonne question. En fait, il faut être résident fiscal à Malte. Donc, je pense que c'est possible, ouais. Après, c'est un peu con de créer une société juste pour retirer ses cryptos. Je sais pas. Faut se renseigner. Moi, je vous conseille d'aller voir... d'aller sur internet, vous mettez conseil Malte, Malte conseil, et vous trouverez plein de trucs qui vous permettent en fait de déléguer tout ça. Et en fait, il faut s'entourer des personnes. Le plus important, c'est de s'entourer des personnes qui connaissent bien leur domaine. Ça ressemble à la fraude fiscale? Non, non, pas du tout. C'est tout à fait légal. Au niveau des lois, au niveau juridique, c'est tout à fait légal. En fait, il n'y a rien de... C'est l'optimisation fiscale. En fait, ça s'appelle de l'optimisation fiscale. C'est en gros, tu vas optimiser ta fiscalité tout en restant dans la légalité. Et du coup, tu as plein de personnes qui vont aller creuser les textes, etc., de la loi pour aller essayer de chercher le truc le plus optimal. C'est un truc que personnellement je déteste faire et c'est un truc je comprends pas l'intérêt. C'est-à-dire que c'est n'importe quoi. On crée de la difficulté pour rien. Et on pourrait faire bien plus simple, hein, que ce soit en France ou dans les autres pays. Pourquoi louer au lieu d'acheter? Très bonne question. Est-ce que c'est plus rentable? Je conseille de regarder, de lire le livre Père riche, Père pauvre. Et en gros, quand tu achètes une maison ou un bien, quand tu achètes un appart ou une maison pour vivre dedans, c'est un passif. Donc c'est-à-dire que c'est quelque chose qui va sortir l'argent de ta poche. Et nous, le but, c'est d'acheter, enfin moi, le but, c'est d'acheter le plus d'actifs possible. Donc acheter des biens qui te rapportent de l'argent. Et pas l'inverse. Et acheter du coup un appart pour y vivre dedans, ça a juste retirer de l'argent tous les mois. Enfin, pas tous les mois, mais ça juste retire de l'argent parce que tu vas devoir payer ça, tu vas devoir payer voilà, différentes choses dans ton logement, par exemple les réparations, tout ça, et au final, ça va jamais te faire gagner de l'argent en fait. Tu vas jamais avoir de revenus d'argent avec le bien que tu achètes pour vivre dedans. Un loyer, c'est pas de l'argent perdu, sachant que ta maison est à toi. Ouais, mais du coup, l'argent que tu bloques dans ta maison, tu peux pas le faire travailler ailleurs. Et en fait, l'avantage de faire louer, l'avantage d'acheter une maison pour le faire louer à quelqu'un, c'est que c'est pas toi qui vas rembourser ton appart, ta maison, c'est quelqu'un d'autre. Je sais pas comment t'expliquer, mais en gros, le but de quand tu investis en immobilier, c'est d'avoir du cash flow. Quand par exemple, imaginons j'ai 100 000 euros. J'ai 100 000 euros, il faut surtout pas que j'achète ma maison. Enfin, moi personnellement, j'achèterais surtout pas ma maison avec mes 100 000 euros. Parce que si j'achète ma propre maison avec mes 100 000 euros, imaginons ma maison elle vaut 200 000 euros, du coup je fais un prêt à la banque de 100 000 euros, donc j'ai 100 000 euros à rembourser. Ok? Et donc ce qui va se passer, c'est que du coup pendant 10 ans, je dois rembourser voilà, ces 100 000 euros. Alors que si inversement, j'allais à la banque et disais bah, j'ai 100 000 euros et du coup je vais faire un prêt de 100 000 euros, pas pour acheter ma propre maison, mais pour acheter une autre maison qui va être habitée par quelqu'un d'autre que je vais louer, et bah l'avantage c'est que le prêt, il va pas être remboursé par toi, mais il va être remboursé par ton locataire. Et ton locataire, tous les mois, le but c'est d'avoir du cash flow, donc tous les mois, par exemple, si tu as un prêt de 1000 euros à la banque, ben, tous les mois, ton locataire va devoir payer 1200 euros de loyer, ou plus. Et du coup, l'avantage, c'est que ton locataire, il va rembourser ton prêt gratuitement. C'est lui qui va rembourser ton prêt. Et en plus de ça, tu vas récupérer du cash flow. Le cash flow, c'est la différence entre ton prêt et le loyer que va payer ton locataire. Mais renseignez-vous sur l'immobilier, c'est intéressant. Et ce que je vous dis, c'est pas forcément vrai. Et moi, j'ai pas du tout assez de recul pour dire exactement qu'est-ce qu'il faut faire et pour dire qu'est-ce qui est bien ou pas. Et ça se trouve, pour certaines personnes, acheter sa propre résidence, ce sera plus intéressant que d'aller essayer de prendre un effet de levier avec la banque et essayer de le louer à d'autres personnes. Ça dépend vraiment de chaque personne. Ah oui, et les avantages fiscaux, bien sûr, j'avais oublié ça. Mais ça, c'est grave intéressant. Le but aussi quand on achète des appartes, moi là, le bien immobilier que je suis en train de faire, en France, en fait, c'est une sorte de maison qui a rénové et du coup, on la rénove. Pas nous, hein, mais des gens des maçons, etc. Voilà, tout le milieu du bâtiment, les métiers dans le milieu du bâtiment qui rénovent. Et en fait, l'avantage, c'est qu'il y a une niche fiscale par rapport à ça. C'est que, alors je sais pas du tout ce que c'est en termes de chiffres, mais imaginons c'est 30% d'impôts. 30% d'impôts, je sais plus comment ça marche exactement, mais en gros, les travaux que vous allez faire sur la rénovation de votre bien, vous pouvez les déduire des impôts. Et du coup, c'est là où réellement l'argent se fait, quoi. Parce que quand on rénove un bien, il ne faut surtout pas acheter un bien neuf et le louer. Ça, c'est pas le pire truc à faire, mais c'est pas du tout le plus rentable. Mais le fait de racheter un truc qui n'est pas forcément neuf et de le rénover, et de pourquoi faire, par exemple, si vous achetez une maison et que vous faites 4 apparts dans la maison, c'est le meilleur truc à faire. Parce que du coup, avec l'argent des travaux qui est gaspillé, vous pouvez le déduire des impôts. Après, les cryptos, c'est complètement différent. C'est-à-dire que les cryptos, là, c'est complètement fou. En 2 ans de bull run, peut manger 20 ans d'investissement d'immobilier, quoi. C'est complètement... Ça n'a rien à voir. Depuis combien de temps est-ce que tu as assez d'argent pour prendre ta retraite? Bonne question.
Je sais pas si je peux prendre ma retraite, hein, parce que comme je t'ai dit, j'ai encore beaucoup en crypto, donc si le marché fluctue, ça va très vite dans les deux sens. Mais combien de temps? Mais depuis pas très longtemps, hein, depuis quelques mois. Et en réalité, pour prendre retraite, je pense, il ne suffit pas d'un capital, un gros capital sur un seul compte, il faut plusieurs investissements qui permettent de générer un revenu tous les mois. Pas comme les cryptos où vous allez pouvoir gagner 80 000 un mois et puis un autre où vous allez gagner 1000 euros. Il faut un truc comme par exemple l'immobilier où tu es sûr que tous les mois, tu as ton loyer qui tombe et tu gagnes 3 000, 4 000 par mois, peu importe ce qui se passe. Et là, par contre, ça peut être intéressant. Ah oui, les locaux, c'était le garage. Ça, c'est intéressant. Quand j'étais étudiant, je m'étais intéressé au garage. Vu que j'avais pas assez d'argent, je me disais pourquoi pas utiliser des garages au lieu de louer un appart. Et je m'étais renseigné et en gros, il y avait un truc qui est intéressant par rapport à ça. Il y a une combinaison qui est intéressante. En gros, un garage, tu peux le louer pour plusieurs personnes. Par exemple, tu fais un garage à moto ou un garage à moto. Et en gros, tu peux faire payer le loyer à 3 personnes qui payent ton garage et les 3 personnes du coup utilisent le garage au lieu de le louer pour une seule personne pour une voiture. Du coup, c'est rentable. Mais ouais, c'est pas là où tu vas faire plus d'argent, quoi, le garage. T'en es où dans le challenge? J'en suis à... On a 12 000 dollars. Le but, c'est d'aller à 100 000. Et après, ce qui serait bien, ce serait de continuer le challenge pour le bear market et l'utiliser avec des shorts, faire des shorts sur le marché ou utiliser des paires bear ou alors stacker avec de l'USDC, de l'USDT, etc. Ça peut être intéressant, faire du lending. Et après, je pense pour le prochain bull run, si on a encore un nouveau bull run, cette fois-ci, on prendra 100 000 pour aller à 1 million. Du coup, on fera road to 1 million. Ça pourrait être trop bien. Les meufs ont quelle gueule à Malte? Bonne question, ça dépend. En fait, c'est pas trop mon style, les meufs à Malte, parce que les filles à Malte, en général, c'est plutôt brune. Et je sais plus comment on dit, mais vers tout ce qui est la mer, en fait, tout simplement, tout ce qui est plutôt brune et bronzée, quoi. Et c'est pas trop mon style, moi je suis plutôt blonde, donc pas trop mon style. Après, il y a pas mal d'étrangères, ça c'est cool. Blonde aux yeux bleus, exactement, c'est ça que je préfère. Mais du coup, ouais, c'est pas... La plupart des celles qui... Les maltaises, elles sont pas trop comme ça, la plupart. Tu l'as quitté en Noël. Ouais, c'est compliqué, relation... En fait, le problème... Non, ça c'est important aussi. Il y en a qui disent il a quitté avec toute la thune que t'as, mais en fait, fais très attention de pas être avec une... si je veux être en couple, si c'est pour un soir, je m'en fous, mais si c'est en couple, je fais très attention de pas être une meuf qui est intéressée par l'argent. Et ça, le meilleur moyen de le faire, c'est de se faire passer par un étudiant. Je me fais passer par un étudiant et je dis que je suis étudiant. Et du coup, je fais ça pendant 3 semaines et après, si ça marche bien... avec la fille, ben, tu peux... Moi, ce que je fais en général, j'essaye de montrer d'abord que je suis étudiant et que j'ai pas d'argent. Au moins, là, je suis sûr que la fille n'est pas là, en fait, pour mon argent. Et ça, c'est important, je pense. Parce que en réalité, quand dans une relation, il y a quelqu'un qui est, entre guillemets, qui paye tout, et ben, ça fait un peu, je sais pas comment dire, mais une balance un peu malsaine. Moi, j'aime pas du tout ça. Bon, allez, je vous laisse là-dessus. Là, j'ai jamais fait un live aussi long. Ça fait 2h24. Oh, et c'est minuit pile et j'ai encore plein de trucs à faire. J'ai encore me coucher à 6h du matin. Ah, j'aurais pas dû lancer le live là, je regrette. Mais bon, c'était quand même cool. A plus, à dans quelques jours. Je sais pas exactement. Et je vous laisse là-dessus. Ciao.